Bonjour tout le monde, aujourd'hui petit vlog vidéo chantier en cours, puisque là on va s'occuper de faire le conduit de fumée pour le poêle de masse de l'éco-centre. Donc c'est un poêle de masse qui a été construit dans le cadre d'un stage et qui à la base n'avait pas forcément vocation à devenir fonctionnel, mais qui a été construit pour pouvoir être fonctionnel, ce qui n'avait pas été installé à l'époque, puisque pas nécessaire, c'est le conduit de fumée. Donc aujourd'hui, je vais vous filmer ça au fur et à mesure de ce que l'on va réaliser. Et on va commencer par montrer la première chose qui va être à créer, qui est super importante, c'est la connexion entre le conduit de fumée qui est en boisseau et ensuite le conduit de fumée qui lui sera en inox isolé. Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et pour faire cette opération, alors de manière assez basique, certains posent le conduit de fumée ici et font après des enduits à la chaux, enfin suffisamment solides, je vous rassure. Moi, j'ai préféré de partir d'une base inox dès le départ. Donc là, Mathias va découper cette partie-là. Et une fois que ça va être découpé à la bonne cote pour correspondre à la taille du boisseau ici. Et ensuite, ici, on aura un joint en matériau qui tient à la température, évidemment. Et ensuite, quand l'enduit viendra ici combler, tout sera lisse et surtout, on aura une base inox complète. Et à partir de cette base qui permet de passer en fait d'un tubage souple à un tubage rigide, on va passer sur un conduit isolé. Je vais vous montrer après par où ça passe. Et comme ça, on aura une pièce entièrement propre. Après, pour des raisons esthétiques, pour éventuellement avoir un habillage. Mais vous avez l'idée du départ. Donc là, on est à l'étage au-dessus du poêle de masse. Donc on est à un endroit, on est à peu près à 80 cm d'un sens et 60 de l'autre. Alors on est parti sur l'option de faire un conduit droit, essentiellement pour des raisons esthétiques. A priori, on aurait aussi pu partir à 45 ici et remonter au droit pour être au bord du toit. C'était pas pour gagner un peu de place, mais le gain n'était pas suffisamment significatif. Au niveau du positionnement du conduit, en fait, après coup, il pourra avoir ici un coffrage. Et donc sur la hauteur pour cacher et protéger, au moins sur la partie où les gens peuvent toucher. Et ensuite, à côté, derrière, on peut mettre des étagères. Enfin, c'est pas dérangeant. C'est un bureau qui est, en tout cas pour l'instant, peu utilisé. Au niveau de la technique, pour pas se gourer, donc au niveau de l'axe, ne pas avoir le réflexe de faire le trou tout de suite. Il faut se forcer d'abord à faire uniquement ses prises de mesure et ses positionnements. Je veux dire par là, on a le trait. Là, j'ai mis le niveau laser. Donc ici, on a le laser. Alors au plafond, bon évidemment avec la caméra vous le voyez pas, mais bon on a un axe qui se dessine. Donc là après avec l'escabeau, je vais aller tracer l'axe. Je vais déplacer mon niveau laser à 90 degrés. On peut se rassurer aussi en faisant plusieurs prises, mais c'est pas obligé. Donc je retracerai l'axe ici et je ferai un trou à la verticale. Et je ferai un trou, ça c'est très important. Je vais faire un trou qui va traverser la totalité. Alors c'est là où il faut être précis, pas se gourer, c'est-à-dire là à l'endroit là, le plus droit possible, on va faire le trou avec la machine, une mèche qui va faire 50 ou 60 cm, traverser la tôle, traverser l'isolant. J'espère que l'isolant c'est un isolant rigide et pas un isolant en mousse là, en fibre. En plus ici c'est forcément c'est fibre écologique, c'est fibre de bois, c'est du liège, c'est la boîte de cellulose, voilà. Dans l'historique de construction, on ne sait plus ce qu'il y a, donc ça sera un peu la surprise. Mais comme ça garantit que tout est à l'axe. Parce que le réflexe idiot, et je dis que c'est idiot parce que je l'ai eu également, c'est de se dire j'avance sur mon chantier, je fais mon trou, je fais mon chevêtre. Comme ça, je vais vous le montrer aussi en dessous. Et puis résultat, arrivé en haut, on se retrouve avec une approximation de 30 cm sur l'axe du truc. Globalement, pareil, on peut avec le laser reprendre les bords et retracer, mais c'est quand même moins efficace. Là, on fait un point central, un coup de compas, et puis c'est nickel. Allez, je vous retrouve en bas pour la partie chevêtre. Bon, j'en profite pour filmer une galère, mais c'est pas grave, ce sera corrigé. Donc là, les concepts ronds dans des idées carrées ou inversement proportionnelles. Voilà, non, ça c'est pas grave. En fait, il faut juste bien ébavurer, plier, éventuellement mettre un petit coup là, ça va fonctionner. Pour la partie chevêtre, parce que comme vous pouvez le constater, le conduit tombe malheureusement au niveau d'une poutre. Comment ça se fait que les gens qui ont conçu le poêle de masse n'ont pas dit tiens, si on décalait le conduit légèrement? Cela dit, ça n'aurait pas suffi puisqu'il faut que la partie inflammable soit minimum à 8 cm quand le conduit est isolé. Sachant que le conduit est isolé avec
Alors, conduit inox, inox intérieur, extérieur, laine de roche, 2,5 cm. Donc là, il va falloir, ici on va étayer, on va couper du bois à la bonne taille. On va se faire une étaie ici. On va couper cette poutre. On va enlever tout ce bois qui est en fait de la décoration. Décoration et en plus qui sert à boucher le trou. Hein. Le mur ne va pas jusqu'en haut. Et on va mettre une... Alors je vais me décaler pour vous montrer. On va ici ensuite mettre une poutre qui va faire la reprise de force sur l'ensemble, sachant que ici, c'est pas dramatique en termes de charge. Voilà, c'est une zone où le bureau se porte vraiment très au bord, où il y aura pas grand monde à passer puisqu'on va y mettre le conduit de fumée. Donc en termes de charge, il n'y a pas grand risque. Quoi vous dire de plus sur cette partie-là? Ben voilà, là Mathias est en train de couper le tuyau pour l'affiner, les bavurés, et puis je vais attaquer la partie traçage là-haut, et puis je vous reprends en vidéo dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à vous raconter. Alors après le déshabillage de l'habillage bois, hein, on a découvert un peu d'isolant et on voit que la poutre, il va falloir découper pour faire le chevêtre de ce côté-là, il va falloir la découper de l'autre, que elle traverse le mur et elle n'est pas posée sur le mur. Un autre élément qu'on va devoir enlever, puisqu'il faut que tout soit en sécurisé au non inflammable, c'est cette partie-là. Là. Bon, c'est juste des éléments qui ont servi à la déco, mais il faut qu'il n'y ait rien d'inflammable à moins de 10 cm. Bon, on continue. Donc moi, je vais m'apprêter à préparer le trou au-dessus. Hein. Là, on va avancer sur la partie passage entre le bas et le haut, sachant... Pardon ? Passage, tu l'es. Passage, je le suis. Oui. Merci pour ce jeu de mots qui va faire ma journée. Ici, là-haut, là, je dois couper le trou, préparer, sachant qu'il y a une épaisseur de 10 cm. Donc ici, on a un plafond, au-dessus, on a un plancher. Entre les deux, il y a quelque chose, sans doute de l'isolation. On va découvrir ça. Voilà ce qu'il y avait en isolation phonique. Laine de bois dans le trou là, autant dire que question inflammabilité, c'était chouette. Et donc, pour la taille du trou qu'il faut faire pour passer le conduit de fumée, c'est le diamètre. Alors là, on est sur du conduit isolé, hein, attention. Hein. On est sur un truc qui est fait pour. Hein. Donc, c'est le diamètre du conduit plus 16 cm, puisqu'on doit avoir 8 cm de chaque côté pour avoir des portions non inflammables. Donc, 8 et 8. Et ça nous fait... Mais oui, ça nous fait 42. 42 et partout. Ah là là, le monde des geeks. Bon, on se retrouve là-haut pour faire un gros trou. On dirait le début d'une musique de ZZ Top. Moi, ça me fait ce qu'on va découvrir en ouvrant le toit. Là. Voilà. Bon, là, j'ai pas mis le micro, hein, mais donc, vous pouvez le voir, on a du sable entre les deux planchers. Alors, l'avantage, c'est qu'au moins, c'est pas un isolant qui va nous enquiquiner à s'en mêler dans les mèches ou les lames. Par contre, au moment où on va faire un trou, vaut mieux commencer le trou par en haut, hein, parce que sinon... Alors l'idée de mettre du sable ou du gravier fin dans les planchers, moi j'avais vu ça il y a assez longtemps, c'était une sorte d'isolation phonique écologique, au sens écologique chimique. Voilà, bon allez, je continue à verser un peu dessus. Bon, on est face à l'évidence. Il y a bien du sable. Il n'y a pas autant que je pensais, hein, moi, dans
Dans ce que j'avais déjà vu, ça venait vraiment sous le plancher. Donc là, la couche de sable fait un bon 3-4 cm. Alors l'idée, c'est alors je vous explique la littérature que j'avais vue, hein. C'est qu'en fait, en faisant des changements de densité de matériaux entre le bois, éventuellement, mais un matériau souple, un matériau très très dur comme du silice, ça permet d'amortir les différentes fréquences sonores entre les différentes couches du matériau, entre le plancher et le plafond en dessous pour séparer les pièces acoustiquement. Donc là, je vais simplement repousser l'ensemble dans les zones où ça dérange pas, là. Je vais pas commencer à aspirer tout ça, sinon ça va être un gros délire. Et puis, on va pouvoir attaquer à faire le trou vers en dessous et voir exactement comment on va devoir faire les protections thermiques pour le passage du tuyau ensuite vers là-haut. J'ai pas vraiment filmé le moment où j'ai poussé les planches. Voilà, donc le trou est ok. On est bien en face de la sortie du poêle. Donc là, on voit la poutre qui va nous déranger ici. On va devoir effectivement faire un double chevêtre pour pouvoir sécuriser ce côté, mais aussi ce côté, puisque c'est pas posé sur le mur. Donc pendant que je faisais le trou, Mathias a préparé de la laine de roche, donc la même qui sert à l'isolation thermique du conduit pour empêcher le sable de retomber. On n'avait pas envie d'enlever des kilos de sable inutilement. Je vais vous montrer ce que ça donne par en dessous. Voilà le trou qui va servir pour le conduit de fumée. On voit le chevêtre qu'il va falloir créer pour que tout soit en sécurité et que tout soit continué à être porté correctement. Voilà, c'est magnifique. Voilà, on a trouvé une poutre qui date de la construction, qui va correspondre exactement, parce que ça c'est pareil à la reprise. Alors si vous devez faire un chevêtre et que vous n'avez pas les pannes d'origine, enfin la structure d'origine, là en l'occurrence c'est du 20-40 il me semble. On aurait pu mettre du 80 par 100 pour compenser la résistance, sachant qu'il vaut mieux avoir un truc moins large, plus haut en termes de résistance mécanique, plutôt que plus large et moins haut, quoi. Le tombant est vraiment, c'est votre priorité pour votre rigidité de structure. Voilà, c'est l'heure d'aller manger. À tout à l'heure. L'opération trou dans le toit est bien avancée. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Je vous emmène là-haut voir ça de plus près. J'ai pas eu le choix de percer avant, même si j'ai pas pu accéder au percer entièrement. Donc, de toute façon, ma mèche, je pense qu'elle aurait été trop courte. L'obstacle principal des mèches, c'est ça. Ces isolants en fibre. Alors là, c'est de la laine de bois, ça sent assez bon. Mais bon, dès que c'est fibreux, c'est une vraie galère à traverser, même à couper, hein. Donc là, j'ai à peu près 41 cm du bord au-dessous de la tôle. Et là, je me suis fait peur, c'est-à-dire juste avant de faire le trou. C'est que j'ai remarqué un truc en extérieur. Il y a les pannes. Je sais pas si vous voyez. Hein, c'est des pannes. Et je me suis dit, si on tombe sur une énorme panne. Et non, ça va. La panne, elle arrive à peu près par là, à 20, 15 ou 20 cm du bord du trou. Donc on n'est pas tombé là-dessus. On est juste sur du chevron. Bon, il va falloir gérer du chevron par rapport au... On va voir comment ça tombe, si on doit refaire un chevêtre aussi à cet endroit-là. Techniquement, ça m'agacerait un petit peu, mais bon, c'est comme ça, c'est la règle. On est dimanche après-midi, je vais aller me préparer pour faire le live. Donc, quand vous verrez cette vidéo, ça sera passé. Donc c'est le live où je vais faire gagner 5 mini-centrales d'autonomie, et je le fais depuis l'éco-centre. Bon, cette fois, je vais m'arrêter pour aujourd'hui.
et puis faire un brin de ménage. Et puis on se redit à demain pour la suite du chantier. Bonjour tout le monde, de retour à l'éco-centre. L'opération du jour, ça va être... l'opération du jour, on va pas faire que ça, mais on va commencer par ça. Donc on a préparé de quoi étayer cette poutre. Donc l'idée, c'est de couper cette poutre qui se retrouve passablement au milieu du chemin du conduit de fumée. Pour ce faire, on va se servir du poêle de masse qui lui est très résistant. On va s'en servir de support. En haut, on va poser une poutre qui va être posée sur les deux qui sont à l'extérieur. C'est ingérable. Non, na et na. Et non, et voilà, entre ces deux-là. Ensuite, des étais qui vont venir d'en bas à haut pour soutenir. Alors ici, la charge réelle est assez faible, mais c'est quand même une précaution à prendre dans la partie chantier parce qu'il y a du mouvement, des vibrations. On ne sait pas exactement quel est l'ensemble qui tient, donc on prend pas de risque. Même s'il y a deux couches, qu'a priori ça tombera pas de risque. Et une autre chose qu'on va faire, donc on s'est rendu compte que la poutre passe suffisamment en épaisseur par rapport à l'éloignement qu'on doit faire. Donc sur le mur, on va positionner une plaque en inox et sur les deux côtés de la poutre, on va mettre des supports que j'ai pré-percés. Ça va permettre de se servir du mur en briques de terre crue comme support. Ça évite de refaire un étayage, de refaire un chevêtre de l'autre côté. Donc c'est un gain de temps et puis c'est largement assez solide. Par contre, je prends la précaution de mettre une plaque en inox pour éviter le poinçonnage du bois. Parce que les constructions en bois, ça bouge, ça se contracte, ça se dilate tous les jours en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante. Et du coup, avec le temps, ça pourrait créer une petite déformation sur la terre crue, puisque c'est que de la terre crue finalement. Donc voilà, on prend cette précaution. Allez, c'est parti. Là, je suis venu rapidement sur le toit pour confirmer le positionnement du futur conduit. Je ne l'ai pas avec grande précision, mais je sais que c'est par là-bas au niveau de la deuxième grosse panne. On a ramené une tôle de 4 mètres là-bas qui va servir à faire l'étanchéité. Alors pour faire très simple, sur le bac acier pour prendre aucun risque. Donc évidemment ça dépend de l'endroit où vous positionnez votre conduit de fumée, mais ici on va le faire comme ça. En gros, on va défaire les boulons de ces tôles qui sont en place. On va pas toucher aux tôles, faire notre trou, on va positionner notre solin et la tôle supplémentaire qu'on a là, on va la mettre entièrement par-dessus. En faisant le positionnement, vous verrez après quand on sera la découpe pour le solin. Mais comme ça, on a zéro risque de fuite dans la toiture. Après, l'autre solution, mais là c'est plus difficile, en tout cas ça peut être contraignant, c'est de faire en fonction des positions des tôles. Et dans ce cas-là, on aurait mis le conduit en fonction de la tôle, de manière à tomber juste en bas de la tôle ici. Donc ça peut se faire aussi, sauf que ça contraint l'emplacement du conduit. Là, avec la solution de changer une tôle entièrement, de la mettre par-dessus depuis le faîtage. Alors ici, c'est gérable parce qu'une tôle suffit. C'est sûr que si c'était en bas là-bas, on ne le ferait pas comme ça. Ici, depuis le faîtage, on s'embête pas et surtout, on ne prend pas de risque. On met une tôle entière, on la découpe, on met entièrement par-dessus. Zéro risque de fuite dans la toiture. Et puis un truc qu'on a, une petite contrainte pratique sur le chantier là, c'est qu'on est mi-décembre, je ne me rappelle plus la date, mais en fait le matin la toiture ici elle est plein nord et il fait en dessous de 0 degré, donc tous les matins elle est gelée. On est obligé d'intervenir ici que l'après-midi. C'est pour ça que les matins on a bossé à l'intérieur avec Mathias, que là c'est l'après-midi, on peut attaquer. Donc je vais faire ça à la disqueuse pour couper la tôle et ensuite à la scie sauteuse pour couper le médium. Parce qu'en fait, les tôles sont posées sur du médium, elles-mêmes posées sur des chevrons, eux-mêmes posés sur des pattes. Et ensuite, il y a tout l'isolation en fibre que vous avez vu. Et l'idée là, c'est de couper par le dessus parce que couper l'isolation fibreux par en dessous, c'est trop compliqué. Et c'est surtout très inconfortable. Voilà un petit exemple de convection naturelle. Voilà, ça se voit pas des masses, mais voilà. Quand vous avez la tête au-dessus comme ça, vous sentez bien l'air chaud qui monte du bâtiment.
Bon, là ça se passe. Bon, il n'y a pas de danger, hein. Il n'y a pas de danger qu'on n'y arrive pas, mais c'est vrai qu'il y a un petit ennui technique, puisqu'on veut garder absolument un conduit qui soit totalement vertical, hein, et surtout on n'a pas de quoi faire un décalage dans le conduit avec deux coups à 45 ou deux coups à 30. Et comme on connaissait pas la structure, hein, puisque les gens qui ont construit le bâtiment, il y a longtemps qu'ils sont plus là, enfin ils sont sans doute toujours vivants, hein, mais donc là on a une panne. Enfin, la structure de cette toiture est extrêmement complexe. Pour vous la faire courte, on a un plafond en bois, on a un pare-pluie par vapeur, on a un liège de 6 cm d'épaisseur, on a 20 ou 30 cm de laine de bois, donc une épaisseur de chevron, un médium de 16 mm, du contre-litonnage, plus enfin les tôles en bac acier. L'épaisseur totale ça doit être 45 ou 50 cm. Et en plus je dois garder en support cette partie là, ou une partie en bas en tout cas, pour pouvoir mettre le support du conduit de fumée, le support haut. Il n'est pas nécessaire au sens de la tenue verticale du conduit, mais par contre c'est quand même mieux de l'avoir pour les mouvements latéraux dus au vent. Donc je vais arrêter de filmer là pour l'instant et je vais trouver les solutions. Et je vous reprends quand j'ai mis en œuvre les solutions. Bon là j'espère, enfin la qualité du son, ouais, je suis désolé, c'est variable, hein, je fais en fonction des conditions. Pour ce soir je m'arrête là, tout simplement parce que le soleil va pas tarder à se coucher, le temps que je plie les affaires. Donc le solin, voilà à peu près l'allure qu'il aura. Donc de ce côté, si ça restait ouvert c'est pas grave. Là où c'est dérangeant c'est au-dessus. Donc c'est un solin en plomb, exprès, hein, qui est fait pour se déformer. Donc l'idée voilà, c'est je vais pouvoir prendre les mesures exactes de la hauteur ici, et ensuite la tôle qui est là, on la découpera à la forme exacte et elle viendra, enfin je vous montrerai ça quand je l'aurai fait, mais elle viendra ici à la moitié. Après elle peut descendre plus bas, ça n'a pas d'importance, hein. De toute façon l'eau ira toujours dans la continuité de ça. Tout ce qui est notion d'étanchéité, je préfère toujours avoir des étanchéités mécaniques plutôt que des étanchéités chimiques avec des produits. Donc là pour ce soir, ce que je vais faire, un petit bricolage. Bon, il n'y a pas de risque de pluie et tout ça, donc je vais simplement boucher le trou avec ma veste de chantier, mettre la grande tôle par dessus, juste histoire de caler ça pour la nuit, histoire d'arrêter l'hémorragie thermique. Et puis voilà, je plie tout ça, puis on se retrouve demain pour la suite. Je fais un intermède, je sais pas si je le mettrai en montage et si ça apparaîtra. Donc là, parce que j'ai pas filmé aujourd'hui, hein, c'était vraiment la course. Quand j'ai ouvert le rideau ce matin, voilà la météo qu'on avait. Pas ouf quoi. Surtout que c'était pas prévu. Donc là, on a mis, pour accélérer un peu les choses, directement d'en bas. Normalement, on le fait d'en haut de manière un peu plus cool. Mais là, comme il y a les tôles bac acier, c'est très bien. Mais quand c'est humide, c'est un peu glissant. Donc l'idée, c'est que j'ai tout mis en place le plus possible depuis l'intérieur. Et je vais être sur la toiture le moins possible. Donc là ça va, elle n'est pas trop humide et par chance elle a un petit peu de mousse, donc elle est un peu agrippante. Par contre un truc, c'est que pour monter sur une toiture qui est potentiellement plus glissante, le paradoxe, alors, vous voyez ces chaussures là, donc c'est des bons crampons majoritairement, enfin je porte que ça toute l'année. Là je vais mettre des baskets qui ont quasiment plus de crampons, parce que ça va être le contraire des pneus de voiture qui pourraient faire de l'aquaplaning. Là avec mes gros crampons, en fait j'ai pas assez de surface d'accroche, alors qu'avec les baskets que je vais mettre qui sont assez usées, et du coup ça va faire comme un effet de ventouse. En tout cas je vais avoir une surface de contact avec les tôles qui va être plus importante, donc moins de risque de glisser. Après là je suis sur un truc où j'ai pas de danger vraiment important, à part de mal tomber dans le genre tu tombes le coccyx sur une onde, mais c'est bon. Maintenant, comme j'avais tout préparé hier soir, et ça a soulevé la tôle, hein, quelques centimètres, j'arrête de filmer et puis je ferai un film plus conséquent sur ce que j'ai fait aujourd'hui. La priorité c'est le chantier pour que ce soit vite étanche et vite fonctionnel. A tout de suite. C'est cool. C'est cool. Ça va pas être d'une évidence folle de fixer le support du toit, mais ça va se faire. Grâce à la magie du montage, je peux vous parler d'un élément que j'ai oublié d'expliquer pendant que j'étais sur le toit, quand je cherchais et que j'ai mis en œuvre mes solutions. C'est la partie où, juste sous les tôles, il y a des chevrons, plus les litonnages qui servent à supporter les tôles en bac acier. Et à cet endroit-là, donc ce chevron, je devais en enlever à peu près la moitié de l'épaisseur pour respecter mes 8 cm de sécurité et pour pouvoir positionner la laine de roche compacte autour du conduit.
Pour pouvoir faire cette opération, dans la mesure où j'avais pas besoin de couper l'intégralité du chevron, mais limite cette solution peut être aussi utilisable dans ce cas-là, j'ai depuis l'intérieur, donc il faut imaginer que j'étais en dessous dans le bureau, j'ai positionné un autre chevron à l'arrière de celui qui était en place, qui maintient les tôles. J'ai vissé des 6 par 120 ou des 6 par 160, je ne me rappelle pas à ce moment-là. Comme ça me permet de respecter mes 8 cm de sécurité minimum et de me positionner ma laine de roche compacte. Et comme j'ai fait une reprise suffisamment large sur la longueur proportionnellement aux petits morceaux de bois que j'ai enlevés, je suis sûr que j'ai une tenue vraiment résistante. Cela dit, ce que j'ai fait là, je me le suis permis parce que j'avais juste au-dessus de moi, les chevrons ne portaient que les tôles. Il est évident que s'il faut faire ce genre d'opération sur une charpente qui a une forte charge au-dessus, il y aura peut-être d'autres solutions à mettre en œuvre pour garantir la résistance de la structure. Et en ce qui concerne le maintien du plafond en bois, avec là pas des chevrons mais des gros lithos, j'ai utilisé une astuce, alors qui est pas la plus géniale du monde, mais là je savais qu'il n'y avait pas de charge de maintien, donc je me suis permis ça, c'est d'utiliser du feuillard. Donc c'est utilisé en électricité souvent pour fixer les gaines électriques ou les tuyaux avec des cartouches, donc ça plante de manière très véloce une pointe dans le béton et on attache les gaines comme ça sur le sol avant de couler la dalle par exemple. Et là je m'en suis servi de manière à attacher un bout au chevron où j'avais accès et l'autre bout je l'ai accroché sur le litho qui tient le plafond en laissant une légère tension. Et ensuite seulement j'ai coupé et ça maintient parfaitement bien le plafond sans problème. J'en ai mis un en haut, un en bas évidemment. Parce que là c'est une partie où je ne pouvais pas doubler comme j'ai fait pour la partie plus chevron au-dessus. Je vous laisse avec le moi du passé pour la suite. Bon alors, c'est ce qu'on appelle finir in extremis. Parce que là il s'est commencé à faire de la pluie. Alors c'est pas de la grosse pluie, c'est du crachin mais c'est franchement pas agréable. Il fait très froid. On n'est pas encore au stade de la neige, mais la dernière prévision météo que j'ai vue, c'est neige ce soir à partir de 23h. Alors, autant vous dire que j'étais un peu pressé qu'on finisse. Le solar, il est posé, il est étanche mécaniquement, c'est-à-dire c'est pas des produits. Je trouve que c'est très très important. Néanmoins, s'il ne neige pas demain, d'ici que je parte, espérons qu'il fasse un petit peu plus sec. On va mettre des petits points de mastic silicone spécial haute température pour fixer le solin qui est pas de... ça ne bouge pas quoi. Ici aussi pareil, là je rajoute toujours une précaution que je prends parce qu'il y a longtemps, alors pas avec ce fabricant mais avec un autre et depuis je fais toujours pareil. Je rajoute ici un petit joint silicone haute température pour garantir qu'il n'y ait pas d'infiltration, même si c'est peu probable. Je veux absolument garantir ça. Et je sais pas à quel moment j'aurais mis ça dans le montage. Je vous souhaite une bonne suite de visionnage de vidéos. Bon, en fait, il s'est passé 2 jours depuis mon dernier petit message sur le toit. Donc, comme vous pouvez le constater, le poêle de masse, alors qui a la particularité d'être ce qu'on appelle un rocket stove, un poêle rocket. C'est-à-dire que, bon là, on voit pas, j'ai pas assez de bois, il a brûlé. Le bois est mis par le dessus et on est en combustion, alors un peu comme une combustion inverse. C'est-à-dire que la flamme, le foyer, passe ensuite à l'horizontale vers des bancs. Mais avant de parler du poêle roquette, je vais vous montrer les travaux que l'on a fait sur le conduit de fumée puisque c'était ma mission pour cette semaine. Donc dans l'ordre, je vais résumer et puis j'ai pris des images en time-lapse quand même si j'ai pas pu filmer complètement. Donc dans les opérations qui ont servi à finaliser la mise en place du conduit, donc j'ai rectifié la base du conduit parce qu'il était légèrement de travers, c'est de la terre cuite, d'une part la fabrication et puis je pense qu'il n'est pas exactement d'aplomb, donc j'ai rectifié ça avec la scie sabre et une lame diamant. La scie sabre, j'avoue, c'est un de mes outils préférés. Pour l'étanchéification de cette pièce, alors à l'origine cette pièce ne sert pas à ça, elle sert à quand vous faites des tubages de conduit, donc la partie basse que Mathias a recoupée sert à emmancher un conduit souple et au-dessus, on peut brancher un conduit rigide. Donc la pièce sert à faire cette cohésion technique. À l'intérieur de la pièce qui sert de liaison pour passer du conduit monopôt au conduit double pot isolé, il y avait ce joint. Alors ce joint qui sert en fait aux conduits lorsqu'ils sont sur des chaudières avec ventilation forcée. Quand c'est la chaudière qui pousse à l'intérieur,
si le conduit est en pression, de fait, il faut lui adjoindre des joints. Par contre, ce sont des joints qui ont une limite de température. Ils tiennent très bien à la chaleur, mais sur des systèmes avec ventilation en poussée, la température de fumée est relativement basse. Ici, à partir du moment où on est sur un poêle, alors on va dire à bois bûche, même si là-dedans on met pas des bûches, on met plutôt des lithots, l'équivalent de petits morceaux de bois assez fins, pour avoir cet effet de flambée très rapide. Du coup, la température théorique du conduit peut être plus élevée. Donc, le joint doit être impérativement enlevé du conduit si on est sur un système bois bûche ou en tout cas bois solide. Ensuite, dans les opérations que l'on a fait, donc pendant que Mathias s'est enquiquiné un petit peu à positionner cette pièce, à la retailler à la bonne dimension, il a dû également retailler le rond là, je vais vous expliquer pourquoi. Donc pendant que lui préparait cette pièce, moi j'étais à l'étage en train de positionner le support plancher. Ici, les supports, que ce soit plancher ou toit, n'ont pas vocation à maintenir le conduit verticalement, hein, parce qu'il est posé complètement, mais c'est vraiment le côté maintien latéral. Donc Mathias, il a dû réusiner le tour du tuyau. Normalement, il n'a pas besoin, hein, on met des plaques entières. Mais ici, moi, j'ai pris la précaution de prendre des plaques qui sont coupées en deux, qui permettent de fonctionner sur les pentes, de faire le côté joli sur les pentes. L'avantage, c'est quand on est dans des coins un peu difficiles ou qu'on connaît pas, même si c'est plat, ça permet d'ajuster en deux parties. C'est plus simple pour la mise en œuvre. Donc, on se retrouve dans le bureau qui est au-dessus du conduit. Donc là, je touche le tuyau et il y a pas de risque, hein. C'est vrai que les gens ils se disent oh là là, il faut une sécurité de fou. Non, ces conduits-là sont faits pour ne pas dépasser. Alors la norme, ça doit être 50 degrés en zone de vie et 80 degrés en zone où il n'y a pas de personnes qui peuvent toucher. Et là, en l'occurrence, on est sur un poêle de masse. La température de fumée est relativement basse. En plus, c'est agréable. Donc au niveau du support plancher, ici, je l'ai rehaussé légèrement pour éviter toute conduction thermique, même si, comme je viens de le dire, on peut toucher le conduit sans danger. Donc le fait que Mathias devait mettre la plaque en dessous en premier, c'est simplement de pouvoir poser la laine de roche. Donc ça, c'est le truc officiel, 8 cm d'épaisseur en laine de roche relativement compacte. Donc ça, c'est la zone. Alors, je ne me rappelle pas le terme. Dans le temps, il me semble qu'on disait écart au feu, maintenant on met distance de sécurité. Cette distance de 8 cm par rapport aux parties inflammables avec un conduit isolé, c'est très important. C'est pas dans le fonctionnement qu'il y a un risque d'incendie, c'est dans le cas où il y aurait un incendie dans le conduit, celui-ci doit pouvoir résister à 1000 degrés. Alors je sais plus si c'est 30 minutes ou 1 heure. J'avoue, il y a longtemps que je fais beaucoup moins de fumisterie. Donc je vous remettrai la valeur sur l'écran. Ensuite, pour la partie plafond, c'est une plaque d'étanchéité. Donc elle est pas très jolie, mais théoriquement ce genre de conduit se retrouve souvent dans un coffrage entier. On voit plus rien en fait. Donc là, la plaque d'étanchéité, je l'ai mise ici. Au début, je pensais la mettre au-dessus et mettre une plaque plus jolie, comme Mathias a mis en bas. Le souci, c'est la complexité de la toiture, comme j'ai expliqué. La toiture est super bien isolée, mais la contrepartie, c'est la complexité de cette toiture. Du coup, pour pouvoir faire le boulot rapidement et que ce soit quand même étanche et vraiment opérationnel tout de suite, j'ai privilégié de mettre la plaque ici. Éventuellement, si les gens trouvent que c'est pas assez esthétique, il suffira de faire un petit coffrage esthétique autour en plus. Pour la partie habillage ensuite, cette zone-là, malgré tout, va être cachée ou protégée par un petit élément qui empêche qu'on touche jusqu'à hauteur des mains. Et puis la zone ici va devenir un placard tout simplement. Bon, je profite d'une accalmie pour filmer dehors. Je remonte pas sur la toiture pour vous montrer, là elle est vraiment glissante. La tôle, comme je vous disais il y a 2 jours en étant sur la toiture, la solution quand on est suffisamment proche du faîtage pour être sûr que ce soit étanche, c'est simplement de remettre une tôle entière qui reprend depuis le faîtage, qui descend jusqu'au solin par-dessus les tôles existantes. On ne soulève pas les tôles. Évidemment, cette solution, si on est à mi-chemin de la toiture, elle reviendrait très cher, mais à la limite, ça peut être un choix stratégique de ne prendre aucun risque en termes d'étanchéité. Sinon, la façon de travailler, effectivement, on va soulever une tôle au milieu, la découper à la forme du solin qu'on va mettre et en dessous, on doit avoir de quoi supporter le solin de manière à reprendre l'étanchéité. Mais quand on est proche du faîtage, pour moi, l'option remettre une tôle par-dessus, c'est la plus rassurante et la plus garantie.
Bon, je sais pas si je dois faire apparaître contenu commercial pendant 2 minutes, mais je voudrais quand même parler du fournisseur du conduit de fumée. Parce que c'est une boîte avec laquelle je bosse depuis, je sais pas, 5, 6, 7, 8 ans. C'est Jeremas France. J'aime bien ce fournisseur parce que c'est à la fois une entreprise internationale qui permet d'avoir des quantités de références de pièces qui sont assez dingues. Et c'est en même temps une entreprise à l'échelle humaine et à l'échelle française. C'est vraiment des gens qui connaissent leurs produits, qui savent vous rendre service, qui savent être efficaces quand vous avez besoin d'un truc en urgence, où vous trouvez une pièce qui va correspondre à ce que vous avez besoin de réaliser. Et l'autre bonne raison de parler de Jeremas France qui a fourni le conduit, c'est le contexte dans lequel ça s'est fait. Comme vous le savez, moi je suis artisan, j'ai une entreprise et je connais l'éco-centre de manière amicale et personnelle depuis, je pense, 20 ans. Et je connais le bâtiment depuis sa construction, ce bâtiment-là. Il se trouve que grâce au financement participatif et l'OASO qui a eu lieu il y a quelques semaines, j'en avais parlé succinctement sur la chaîne. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont participé, mais voilà, ça fait partie des choses qui ont pu être financées grâce à ça. Et il se trouve qu'en plus de ce financement, donc moi, par amitié, j'ai vendu le conduit de fumée à prix coûtant du fournisseur. Mon travail à moi, je l'ai fait bénévolement avec Mathias. On a fait le chantier pendant 3 jours. On s'est pas fait payer, mais voilà, ça fait partie du plaisir que l'on a à connaître ces gens et à aimer ce bâtiment et ce qu'il apporte aux énergies renouvelables en général. Et du coup, comme j'étais parti à faire un truc, à pas gagner d'argent là-dessus, je me suis dit, bon, on va pousser le bouchon, je vais appeler Jeremas, puis je vais leur dire, vous voulez pas faire une petite remise supplémentaire de 5 ou 10% sur ce projet-là, parce que quand même, c'est l'éco-centre, ça permet de montrer des produits qui sont autour des énergies renouvelables, tout ce qui nous concerne techniquement. Et du coup, le représentant, il a dit, bon, je vais voir ce que je peux faire. Combien de temps on a? Je vous rappelle dans 2 heures. Allô? Allô? Du coup, 2 jours après, le représentant, il me rappelle et puis il me dit, bah, c'est OK, on peut vous faire une remise de 50% sur le prix professionnel. Donc, c'est vraiment une ultra remise pour l'éco-centre. Et j'avoue que je suis super contente de bosser avec ce genre d'entreprise qui ont vraiment un esprit moderne dans la communication et dans les moyens d'une part, de se faire connaître auprès du public, mais aussi, de participer à l'avancement des énergies renouvelables à l'échelle d'un bâtiment qui vous permet de les découvrir. Bon, on va revenir au chaud. Le climat actuel dehors est comment dire, de saison. Donc là, le feu s'est relancé. Ou dehors, ça fumait plus, la planche, voilà. Donc là, il n'y a pas de fumée qui sort. C'est vrai que c'est le haut, mais on sent le rayonnement de la chaleur, évidemment. Mais il n'y a pas de fumée qui sort. Maintenant qu'on a parlé technique avec le conduit de fumée, on va parler de l'appareil qui permet de faire fonctionner, à savoir un rocket stove, donc un poêle rocket. Donc ça, c'est un appareil que je connais, que j'ai découvert, je pense, à l'éco-centre, dans les constructions des premières petites maisons à l'origine. Un autre ici avait été construit. C'est un appareil de chauffage que je trouve fascinant sur le plan pratique, sur le plan du fonctionnement. Alors la particularité, donc c'est un peu comme les chaudières à combustion inverse, c'est-à-dire que là, ici, la flamme, donc on met des bouts de bois par le dessus. Le bois est consumé par le bas et ensuite la fumée passe au centre de la colonne centrale, chauffe cette zone-là. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu chaud, il faut faire attention. Ensuite, ça refait le tour sur le pourtour, ça vient chauffer la masse thermique du pourtour de la colonne. Au démarrage, comme pour la plupart des appareils à tirage naturel, on tourne cette trappe de manière à ce que la fumée parte directement dans le conduit. Et une fois que le conduit de fumée est suffisamment chaud, donc c'est environ 10 minutes, un quart d'heure, un peu plus au démarrage, surtout en hiver, enfin le premier démarrage, la masse est trop froide. Et ensuite, on bascule cette manette. Éventuellement, on tourne celle-là pour augmenter le tirage. Et la fumée va parcourir ici, à l'intérieur du banc en terre, des canaux, et ceux des 2 côtés. Et les bancs sont de fait chauffants. Donc là, ça fait que 2 jours qu'on l'a lancé. Il va falloir quasiment 1 semaine pour mettre l'appareil en chauffe complète. Mais voilà, ici, ça commence à être chaud. Dans celui-là, le canal est près du mur. Au bout, là-bas, ici, il y a une zone qui est lisse, qui est ronde, de manière à ce que la fumée puisse passer de l'autre côté. Et ensuite, elle revient là le long du banc et repart enfin dans le conduit de fumée. Donc ça permet d'avoir un appareil qui va stocker l'énergie sous forme de chaleur et qui va ensuite la redonner sous forme de rayonnement. Alors, l'avantage,
c'est que c'est comme dans les chauffages infrarouges dans les salles de bain. Donc c'est très agréable une fois que l'appareil est entièrement chaud. L'inconvénient, c'est que une fois que vous êtes, alors on va dire jusqu'à 8 mètres, ça chauffe en rayonnement. Mais une fois que vous êtes de l'autre côté d'une cloison, le rayonnement, lui, ne passe pas. Donc ce genre de poêle, alors poêle de masse à rayonnement, c'est pour les maisons ou les bâtiments qui sont avec une forme centrale. Vous pouvez mettre l'appareil au centre. Donc ça, c'est hyper efficace. En plus, il n'y a pas besoin, comme on est dans du rayonnement infrarouge, on n'est pas obligé d'avoir une température d'ambiance qui soit très élevée. Ça reste très agréable. Plus précisément sur l'aspect roquette du poêle, parce qu'il y a les poêles de masse, donc vous connaîtrez d'autres marques comme Tuli Kiwi. Je pense qu'il y a des poêles alsaciens aussi qui sont des poêles de masse. Là, le côté roquette, c'est le côté combustion très rapide. C'est-à-dire que ce genre de poêle, on le fait fonctionner pendant environ 2 heures. Donc vraiment avec un rythme très élevé, tirage ouvert au maximum. Et pendant les 2 heures de fonctionnement, on l'alimente en bois, alors plus grand, et le bois descend au fur et à mesure, tout seul en général quand il est plus grand. Et une fois que les 2 heures de chauffe sont faites, alors quand il aura sa chauffe complète, hein, là je vous dis, dans 4 jours, on pourra considérer qu'il a sa chauffe complète. Ben ensuite, 2 heures par jour, vous vous occupez de votre feu et c'est fini, vous avez 24 heures de chauffage par rayonnement. Particularité tout de même, quand on a un poêle de ce genre-là, l'entrée ici est grande ouverte. Il faut attendre la fin de la combustion. Donc pendant 2 heures, effectivement, il faut être présent dans la pièce où il y a le poêle pour l'alimenter en petit bois parce que comme on est sur du tirage relativement élevé, la combustion est, vous vous en doutez, relativement rapide à chaque fois, puisqu'on n'utilise que des bois qui vont être inférieurs à 4 cm de diamètre, disons. Et une fois que la combustion est faite, qu'elle est complète, qu'il n'y a plus de braise dans le fond, ça, l'idéal, c'est de le fermer. Parce que sinon, à cause du tirage naturel, il va prendre l'énergie, l'air chaud qui était dans la pièce. Donc c'est un petit peu dommage de gaspiller cette énergie. L'autre chose, alors l'autre solution, mais qui est un tout petit peu moins efficace, c'est d'utiliser cette trappe qui sert à fermer le conduit, mais c'est jamais vraiment étanche. Pour moi, l'idéal avec ce type de poêle, une fois que la combustion est totalement terminée, vous mettez une plaque, alors dans un matériel ininflammable évidemment, et au moins votre poêle il va garder sa chaleur uniquement sous forme d'inertie, qui va vous donner uniquement sous forme de rayonnement. On est arrivé au bout de cette vidéo, ce vlog d'installation d'un conduit de fumée. J'avais pas particulièrement prévu de filmer, mais allez, quitte à être parti à filmer, je filme. Donc je vous fais faire un petit tour de l'éco-centre. Ici, la zone réfectoire, la serre solaire qui est là-bas. Dans la grande pièce ronde ici, on va y aller, c'est la bibliothèque de l'éco-centre où vous pouvez trouver beaucoup de documentation. C'est vraiment des pièces magnifiques. Donc ici, vous avez toute la documentation technique. Vous avez aussi une petite zone de jeu pour les enfants. Maintenant, l'éco-centre est devenu un espace de coworking qui accueille plein de personnes pour différentes activités. Entre autres, il y a une personne qui donne des cours de piano. Le mercredi matin, dans cette grande pièce, il y a une personne qui donne aussi des cours d'anglais pour les enfants. Il y a des cours d'anglais pour adultes faits par une autre personne. Dans une annexe du bâtiment, il y a une personne qui est kiné, qui là d'ailleurs va faire un cours collectif, enfin un soin collectif. Et là, des deux côtés, bon, ce sont des bureaux qui sont utilisés par les personnes qui gèrent le site. Et pareil, hein, les bâtiments peuvent être loués en coworking. Donc si vous avez l'occasion de passer en Dordogne, n'hésitez pas à passer un coup de fil à l'éco-centre du Périgord pour visiter cet endroit magnifique, rencontrer des gens géniaux et profiter de tous les matériaux sains et écologiques qu'on peut trouver ici, les solutions techniques qui permettent de rendre les gens le plus autonomes possible sur le plan énergétique de manière générale. Et si vous habitez en Dordogne, éventuellement vous avez une entreprise, vous avez besoin d'un espace pour vos réunions, pour vos formations, n'hésitez pas. L'éco-centre du Périgord est prêt à vous accueillir dans un confort thermique exceptionnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Pensez à la petite éclair, on sait jamais, je pourrais le repérer. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.